Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la semaine 2 de NFL et en faire sa preview. Et pour ce faire, je suis d'abord accompagné d'Anto. Salut Anto, comment vas-tu ? Salut Alex, bah écoute, ça va nickel, prêt pour cette deuxième semaine, et toi ça va ? Tranquille, tout va bien, on aura le temps d'en parler de mes différents malheurs, on aura le temps d'en parler quand on parlera du match de la nuit dernière, et puis on continue la Dream Team de la preview de la semaine 1, puisqu'on a encore PA avec nous. Salut PA. Salut Alex, salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, on continue tranquillement, on glisse doucement vers la semaine 2. On a déjà eu un premier match qu'on va débriefer et dont il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on va tranquillement suivre les 15 autres matchs de ce week-end. Ouais, PA, on n'a pas eu l'occasion de t'avoir sur le rewind parce qu'il y a eu un petit souci d'enregistrement. Mais j'imagine que tu étais content de ta victoire des Patriots face aux Bengals. Oui, alors en fait je voulais pas me porter la guine, mais c'est pas que j'avais confiance, mais je pourrais en parler aussi pour le match contre les Seahawks, mais je savais que ça allait beaucoup courir et que les Bengals l'année dernière ils n'étaient pas une défense extrêmement et c'était une défense assez permissive sur le jeu de course, donc j'avais une petite espérance là-dessus, j'avais une grosse inquiétude sur la O-line qui a pour le coup relativement bien tenu. Donc non, c'est une sensation agréable, comme je l'avais dit sur la version qui n'a pas été diffusée. Je suis arrivé lundi au boulot avec le sourire, mes collègues étaient surpris. Les Patriots ont gagné. Ne vous y habituez pas trop, parce que parce qu'il va y en avoir beaucoup, mais ça faisait du bien. Ouais. Top, bah écoute, parfait. Et puis tu parlais du jeu de course, on aura l'occasion d'en parler dans quelques secondes. Mais avant ça, je vous rappelle, abonnez-vous partout, le Front Office, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, Spotify, Apple Podcast. Et on nous a également dit dans le Discord, vous pouvez nous rejoindre le Discord, mais qu'on était aussi sur Amazon Music. Donc pour ceux qui sont sur Amazon Music, on vous fait un coucou. Et n'hésitez pas, tous les liens sont en description. Donc vous pouvez nous rejoindre et vous abonner, mettre des revues. Et sur Discord, on a posé une question qui était « Posez-nous une question ». Et on a eu du coup une question de la part de, j'ai perdu le nom, mais un des fans des Vikings, si mes souvenirs sont bons, qui disait « Après une vaste période de pass easy, revient-on à un jeu de course plus important dans les playbooks ?» Alors PA, tu mentionnais un peu le sujet lors du match entre les Patriots et les Bengals. Est-ce que tu trouves que on a eu 17 matchs là depuis le début de la saison. Est-ce que tu as vu ça un petit peu ou est-ce que tu te dis que c'était juste peut-être situationnel ? Un mélange des deux. Je dirais qu'on a souvent cette réflexion-là sur les débuts de saison. Je pense qu'au niveau des training camps et sur les équipes, c'est peut-être plus simple de mettre en place le jeu de course dès le départ, au début d'une saison, avant de pouvoir après peaufiner le jeu de passe. Parce qu'on pourra aussi en parler sur le Bills-Dolphins, c'était un des points que je voulais aborder. Et à contrario, les défenses aussi aériennes sont relativement bien en point dès le début de saison, au niveau de leur cover, des couvertures, etc. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que le jeu à la passe, c'est un petit peu mis de côté sur le début de saison. On verra sur les 17 semaines si ça va continuer. Mais il y a ça, et sur le deuxième point, peut-être aussi la mise en place ou l'émergence des quarterbacks qu'on a eu cette année et l'année dernière. Et c'est vrai que pour aider ces jeunes QB, c'est important de mettre aussi un jeu de course en place pour pouvoir les mettre en confiance, pour pouvoir faire derrière des play action ou autres. Donc je vois un petit peu un mélange des deux, où on a eu beaucoup de nouveaux QB sur les 2-3 dernières drafts, plus une plus grande facilité à mettre le jeu de course en place sur un début de saison, qui fait que là, actuellement, effectivement, le nombre de yards lancés par les quarterbacks sur la première semaine et le match d'hier, je me faisais la réflexion pour Josh Allen, c'est un peu peau de chagrin, effectivement. Ouais, c'est un peu fébrile. Et toi, Anto, sur le match entre les Saints et les Panthers notamment, tu as eu un jeu de course des Saints qui était quand même assez bon, avec Kamara et ensuite même Taysom Hill, et aussi c'était Jamal Williams à la fin, il me semble. Mais t'as quand même eu un mix de gros plays au début de match. Donc toi, t'as eu un peu les deux dans ton match.
Ouais, en effet, il y a eu un peu les deux, mais pour le cas spécifique des scènes, je pense que la ligne a fait beaucoup, parce que l'année dernière, même si la ligne était catastrophique, le jeu au sol, c'était quand même notre force en attaque. Mais moi, je rejoins PA sur à peu près tout ce qu'il a dit. De toute façon, j'ai l'impression qu'en début de saison, les défenses sont toujours un peu plus rodées que les attaques. C'est-à-dire que les attaques vont monter en puissance au fil de la saison. Et puis il y a aussi aujourd'hui, on a plus ce côté, on a un running back star et puis on va l'épuiser jusqu'à la moelle. On a souvent ce comité avec en plus des fois un running back plutôt petit, frêle mais assez rapide, un peu plus costaud qui va un peu remplacer le fullback qui aujourd'hui est un poste qui vient un peu à disparaître. Et du coup, voilà, on a aussi ce côté diversifié au niveau de la running back room qui fait que c'est un poste qui reste riche, important, et puis ça permet de jouer l'horloge. Donc forcément, c'est quand même un poste toujours très important. Et donc, ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Moi, je m'étais fait la réflexion, donc c'est cool d'avoir eu cette question, et après on passera au reste. Mais c'est vrai que ça fera une transition quand on parlera du rewind du Thursday Night Football. Mais t'as des équipes où s'il n'y a pas de running back, c'est quand même compliqué. Hein. L'attaque, elle est assez catastrophique, et on aura le temps d'en parler. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire de nous dire si vous avez vu ça aussi, et puis voilà. On pourra en discuter et venez en discuter avec nous sur le Discord, le lien est en description, ça continue d'augmenter, on voit des gens arriver tous les jours et c'est cool parce qu'il y a plein de discussions et pendant le dimanche dernier, ça s'est pas arrêté et c'était très très appréciable. On va prendre la structure du preview de la semaine dernière et on va faire comme pour le rewind, essayer de passer en mode front office, de le passer en mode comme on a sur le Discord, un peu tout pareil. Donc on va commencer avec un moment consulting et là on va vous poser une question aussi. Donc c'est parmi les équipes en 0-1 qui sont contenders, on va dire, au playoff, et plus si affinité. Donc on parle des Ravens, des Packers, des Jets, des Bengals et des Falcons. Qui va rebondir cette semaine et qui peut éventuellement gagner un match et comment dire, laver les doutes qui peuvent s'être installés sur l'équipe. Anto, toi j'ai vu que tu as une réponse très fournie, donc n'hésite pas, on te laisse commencer et puis on rajoutera avec PA. PA fera son apologie au niveau des Jets plus tard. Ouais, en fait, moi, alors du coup, dans les listes que tu as données, Ravens, Packers, Jets, Bengals, Falcons, moi, je vois bien rebondir immédiatement les Ravens et puis les Jets. Parce que déjà, en week 1, ils sont tombés sur des gros poissons. Donc, c'est sûr que commencer la saison contre les Chiefs ou les 49ers, c'est pas simple. Ça reste des équipes complètes, ça reste des équipes... alors, les Ravens, on les connaît, hein, des équipes généralement en saison régulière, ça passe très facilement. Et les Jets, faut laisser le temps, je pense, à Rodgers. Moi, comme j'avais dit, je les avais peut-être vus un peu trop beaux. Et finalement, je rejoins de plus en plus l'avis de PA. Mais moi, je pense qu'il reste quand même des clients solides et ça va monter en puissance. Et puis dans les rewinds, je crois, avec toi, Alex, on en avait parlé, les Jets, ils n'ont plus trop le droit à l'erreur maintenant s'ils veulent entamer correctement leur saison. Là, ils ont 4 ou 5 semaines où c'est quand même des affiches plus simples à prendre en main que face aux 49ers. Donc Avec un match cette semaine contre Tennessee, pour ceux qui n'ont pas le calendrier sous les yeux. Donc voilà, et les Ravens vont affronter les Raiders. Alors que les Packers perdent Love et vont affronter les Colts qui ont quand même fait très belle figure, je trouve, face aux Texans. Les Bengals qui m'ont affreusement déçu vont retrouver les Chiefs qui sont en pleine forme et en route pour leur 3e bague. Et puis les Falcons ils vont affronter les Eagles chez eux en plus. Donc pareil, là je pense que ça va être très compliqué pour les Falcons. Donc pour l'instant, voilà, moi je vois que les deux équipes qui peuvent rebondir, c'est les Ravens et les Jets. Moi je vais dire rapidement avant de te donner la main PA, je vois quasiment que les Ravens, où je suis à peu près sûr, parce que je trouve que les Titans, on a vu des très belles choses en défense. Et je me dis, pourquoi pas. On a eu la fameuse phrase du coach qui a dit que s'ils avaient punté en première tentative, de tout le match, ils auraient sûrement gagné le match. Alors, c'est un beau coup mis à Will Levis, mais je trouve que ça a bien couru. Après, encore une fois, moi j'ai vu pas mal de similitudes là dans le match entre les Bills et les Dolphins sur beaucoup de choses qu'on a déjà abordées et j'aurai le temps d'en parler. Donc ce match-là, j'ai un peu des doutes au niveau de New York. Par contre, les Ravens... en fait, là contre Las Vegas, moi j'avais quand même pas mal d'espoir. Contre les Chargers, qui était une des affiches les plus abordables quand même de leur saison, ils m'ont très déçu.
Donc j'ai hâte de voir ce match-là. Et le reste, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit en tout. PA Moi, j'ai mis les Packers. L'escroc, il a changé. Non, je vais expliquer, parce que du coup, on a fait un sondage sur le Discord et j'ai voté pour les Packers. Donc, je voulais aussi expliquer. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu des Packers offensivement et par intermittence défensivement contre les Eagles. Même avec la blessure de Love, je pense qu'ils vont appuyer encore plus au sol. Donc, ça rejoint la question qu'on a eue précédemment. Et je pense qu'ils vont essayer de prendre le moins de risques possible avec Willis. Donc voilà, je les vois en fait pour repartir dans les années 80 avec un très gros jeu au sol, une énorme défense. Je l'ai dit aussi dans le Discord, je suis pas conquis par Richardson pour le moment. J'espère qu'il va me mentir évidemment, mais c'est pour le moment pour moi un QB qui fait beaucoup de big plays, mais qui n'a pas une régularité sur les tracés moyens et courts. Donc je pense qu'en mettant une grosse pression sur Richardson, il a la possibilité de faire des erreurs. Ça va jouer là-dessus pour les Packers s'ils veulent la remporter. Et du coup, j'avais mis les Jets effectivement parce que sur les autres, les Bengals, ils tombent très très fort contre les Chiefs, les Falcons contre les Eagles. Je les vois pas remporter leur match. Et pourquoi j'ai pas mis les Ravens non plus? Parce qu'en fait, ils sont tombés contre une très bonne équipe des Chiefs, mais on a vu quand même qu'ils sont déjà plutôt en forme, qu'ils ont beaucoup de talent. Et que du coup, pour moi, ça n'a pas été une défaite déshonorante contre les Chiefs. Au contraire, je pense que ça les a un petit peu solidifié parce qu'ils sont passés à un orteil de pouvoir partir en prolongation. Non, parce que du coup, comme l'avait... Ils y seraient pas allés, ouais. Non, ils y seraient pas allés. Comme l'avait dit Alex justement dans la preview, il avait dit qu'il ne faudrait pas que ça se joue à une conversion à 2 points. On est presque arrivé jusqu'à là. On y était presque là. On y était presque. Franchement, là... Ça et les Pats, putain, j'aurais été parfait là sur le début de saison. Mais voilà, ils n'ont pas du tout été déshonorants. Et contre les Raiders, effectivement, je vois pas dans quel monde les Raiders vont pouvoir remporter contre les Ravens. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt mis les Packers et les Jets, même si les Jets sont aussi tombés contre une équipe forte, mais ils vont tomber contre une grosse défense avec les Titans, mais la défense des Jets contre Will Levis, vu ce qu'il a montré contre les Bears, ça peut être un peu plus difficile, donc ouais. Et du coup, au niveau du sondage, merci à tous d'avoir répondu. Donc on arrive en très très forte majorité, à 84%. Pour les Jets contre les Titans, et arrive ensuite les Packers contre les Colts. Et j'avais pas mis les Ravens. Donc si vous posez la question, j'avais pas mis les Ravens dans les choix. Il y avait uniquement Packers, Jets, Bengals et Falcons. Discord qui limite le nombre de choix, je crois. Non, c'est juste un oubli de ma part. Peut-être parce que déjà dans ma tête, je m'étais dit que les Ravens c'était pas pas une défaite déshonorante, c'est pour ça. Très bien. Parlant de défaite déshonorante, on va pouvoir faire le rewind du Thursday Night Football. Puisque les Bills sont allés conquérir la Floride et Miami, puisqu'on a eu une victoire 31-10, un match qui s'est arrêté quasiment au premier quart, à la deuxième mi-temps, pardon. 31-10, victoire des Bills. Alors moi, dans le preview, je voyais une victoire des Dolphins au premier drive, j'ai tout de suite compris que ça allait pas être le cas. C'était compliqué, je vais en parler un peu rapidement parce que je me suis pris des notes et pour une fois, c'est cool. Il y a eu quand même 3 plays. Du coup, il y a eu 3 interceptions et j'aime bien à chaque fois, tu sais, on dit celle-là, elle est pas pour Tua, celle-là, elle est pas pour le QB, elle est pour le QB. T'en as une qui est pas pour lui, mais alors les 2 autres, elles sont affreuses. Vraiment, il nous a fait une Will Levis sur la 3e interception. Il est au sol, il la lance un peu là où il peut et ça fait un pick six, je crois. Ouais. Ou ça fait juste une interception, j'ai un doute. La 3e. Ouais, ça fait un pick six sur la 3e. Ça fait un pick six, ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc Kata, je vous laisserai parler de la commotion, mais j'avais regardé juste avant le match, j'avais regardé alors, ça va faire rire Anto, mais j'avais regardé le Pat McAfee Show, et dans le Pat McAfee Show, ils ont une section où ils analysent les lignes offensives. Et ça, si vous avez envie d'apprendre un peu les lignes offensives, en attendant que Doug fasse son petit tableau noir, ultra intéressant. Donc vous avez un peu qui fait quoi et qui fait quoi comment, avec un ranking des meilleures lignes offensives. Le ranking n'était pas ultra important pour l'histoire, mais du coup je me suis intéressé à regarder sur chaque play comment est-ce que la ligne offensive faisait. Et Achane, il fait un match fou, mais en dépit de la ligne offensive, parce que la ligne offensive elle est cata, il n'y a aucun bloc qui fonctionne. Sur le touchdown, on parlait du fullback, le poste de fullback là en début d'émission qui est amené à disparaître. Quand tu vois Alec Ingold qui fait rien du tout,
et Hatchen qui s'en sort tout seul. Bon, voilà. Et puis voilà, c'était moche. Et par contre, dès que ça faisait des passes moyennes distantes, comme on en parlait avec Anto et Doug dans le preview, là ça passait. Mais il n'y en avait pas assez. Il n'y avait pas assez d'opportunités. Donc voilà. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Au niveau des interceptions, c'est laquelle pour toi qui est pas pour Tua? Alors, elle n'est pas que pour lui. Parce que la passe, elle est très très forte. Sur le 89, il me semble. Sur le premier, du coup? La Je première pense que c'est le interception. premier. T'as une interception sur un joueur dont le nom m'échappe. T'as une interception sur Robbie Chosen parce qu'ils se comprennent La pas. deuxième. Pour moi, la deuxième, elle est pour Tua. Il lance trop vite. Il regarde pas ce qui se passe et il lance. Et la troisième, c'est celle où il tombe. Où il La doit première, jamais c'est lancer. celle où ça rebondit, c'est ça, sur le Ouais, joueur. c'est sur le ça. genre, Pour moi, ouais, c'est ça. celle où ça rebondit, la passe, elle est pas magnifique, mais pour moi, l'interception, elle est pas pour lui, quoi. Elle est, voilà. Donc, Ok, bon, maintenant que j'ai mon info, très bien, je vais pouvoir rebondir. Je vais aller vraiment à contre-courant, mais j'ai bien aimé le match offensivement des Dolphins. Voilà, ils ont joué sur leur force, ils ont joué sur un peu de play action, sur un peu de toss, donc c'est vraiment quand le QB donne le ballon sur le côté au running back, de jet sweep, de choses comme ça, et pour le coup ça fonctionnait, ça avançait, les chaînes avançaient, ils ont eu pas mal de premières tentatives réussies, en tout cas de renouveler des premières tentatives. Ce qui les a tués, c'est les turnovers. Et il y en a 7 dans le match. Il y a les 3 interceptions, mais 4 turnovers on down. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas complété leur 4e tentative. Et ça les a réellement tués. J'ai le play-by-play. Première interception dans la foulée de touchdown pour les Bills. Ouais. Deuxième interception, field goal. Turnover on down sur la 4e possession, touchdown derrière. Et en plus, c'est un touchdown c'est le play de 50 yards de Cook sur une 4e et 2 aux 50 yards où il y a vraiment. C'est ça. Déjà, le premier, moi j'ai du mal. Mais... Ouais, j'ai pas compris non plus. Et du coup, le 3e interception, c'est un pick six. Pour le reste, j'ai trouvé que les Bills offensivement avaient plutôt bien avancé. Ils ont bloqué en red zone, mais parce qu'ils ont fait d'innombrables également tentatives en 4e et courtes, qui n'ont pas fonctionné. Mais dans un match normal où tu n'es pas mené de 14 points parce que tu as fait 3 interceptions, je pense que tu tentes le field goal. Il passe ou pas, mais au moins tu tentes les 3 points. Et défensivement, je trouvais que les Bills sont plutôt également bien contenus les Bills parce que les Dolphins sont bien contenus les Bills parce que il y a le big play à la passe d'Allen pour le running back. Je crois pas que c'était Cook sur le terrain à ce moment-là, c'est un autre où Ramsey il fait n'importe quoi, il regarde le public, je sais pas ce qu'il fait, il oublie son assignation totalement. La nonchalance de Ramsey en fait, ça a fait toute sa carrière là-dessus. Et puis le big play de James Cook. Le reste, je trouvais que voilà, défensivement, ils avaient plutôt bien contenu les Bills. Donc le score est fleuve, mais pour moi, le score n'est pas du tout représentatif du match. Et puis après, effectivement, à la fin du 3e quart-temps, avec la sortie sur blessure de Tua, le match, de toute façon, il était fini. C'est Skylar Thompson qui prend le reste. Enfin, même à la fin de la première mi-temps dans l'absolu, mais tu sentais que les joueurs, ils n'étaient plus vraiment présents sur le terrain. Ils n'avaient plus envie de se donner à fond et ça peut s'entendre. Tu as 24 points, 21 points de différence. Ils ont plus envie. Et là, ils ont juste envie que le match se termine et au revoir. Mais pour le coup, non, je serais moins catégorique. J'ai plus eu peur pour les Dolphins sur le premier match que sur le deuxième, où je trouvais qu'ils arrivaient à trouver des solutions là-dessus. Après, je te rejoins. Pour moi, par contre, les 3 interceptions sont pour Tua. La première, elle est lancée forte. Mais en fait, si tu regardes bien, je me suis remis 2-3 fois pour bien regarder. Il lance en ayant l'impression qu'il a de la pression qui arrive et c'est complètement faux. La pression, elle est hyper loin. La poche, elle est hyper clean pour lui. Il a 1 yard tout autour de lui. Et il lance trop rapidement, justement, pour le receveur. Ce qui fait que lui, il n'a pas le temps de tourner la tête. Ça rebondit sur lui. Et pour moi, elle n'est pas pour le receveur. Parce que lui, il doit faire son tracé. Elle est pour Tua, celle-là. Parce qu'il pouvait encore gagner une demi-seconde avant de lancer. La deuxième, est-ce que c'est Tua? Est-ce que c'est Robbie Chosen qui se trompe sur le tracé? Ça, on ne sait pas. Mais dans l'absolu, la balle, elle est largement overthrow. Donc, voilà. Et la troisième, j'ai pas compris. Elle est infâme. Ça te tue le match complètement. Parce que à ce moment-là, tu n'as que 24-10. Bon, tu as un drive, tu essayes de remonter. Field goal ou touchdown. Ça peut te changer la dynamique du match. Donc, ouais. J'allais dire ça se joue à pas grand-chose aussi parce qu'il y a 7 turnovers. Mais
Et puis je pense en plus, quand tu fais ton premier turnover on down sur une 4ème et 2, alors que tu dois mettre un field goal et que les Bills derrière ils te font une 4ème et je crois que c'est 4ème et 2 aussi. C'est sur leur premier touchdown, ils mettent le touchdown sur une 4ème et 2. Ouais, c'est ça. En fait, t'as eu Donc les Bills ont tué le match sur des 4ème en mettant le leur. Et après, les appels de jeu sur les 4ème, on peut en reparler. C'est criminel. C'est criminel. Mais même sur 3ème, en fait, t'avais l'impression que sur 3ème, ils étaient genre en 3ème et 1, ils perdaient un yard, ils te remettaient le même play le coup d'après, ils reperdaient un yard. Et pourquoi ? J'ai pas compris. Ils ont tenté les jeux de passe sur des 3ème et courtes. Et quand ils étaient en 4ème et 2 ou 3, ils tentaient une course. C'est pas dans la logique des choses, mais bon, des fois t'es dans le match, tu comprends pas tout, mais ouais, je sais pas, ils se sont tués le match sur les turnovers pour moi. Anto ? Non, tout a été à peu près dit. Limite, moi, le match, j'avais envie de l'appeler Bills versus Etienne parce qu'il y a eu que lui qu'on a vu sur le match. C'est-à-dire que sur les passes, il était présent, sur la course, il était présent. Et d'autant plus, ça soulignait sur la course, tant la D-line des Bills a bouffé la O-line des Dolphins. Et inversement. Oui. La O-line des Bills a aussi bouffé la D-line des Dolphins. Ouais, tout à fait. Mais Achane a fait vraiment son match. Il l'a fait. Il a été sérieux. Il a été il a maintenu la tête du dauphin hors de l'eau, hein, clairement. On se rend compte aussi à partir du moment où la connexion entre Tua et Waddle Hill, ça fonctionne pas. Tua, il a l'air un petit peu aussi désemparé. Il a pas vraiment de solution bis. Donc vraiment, en fait, finalement. L'attaque des Dolphins, elle repose que sur les big plays et les courses des deux faux follets, Hill et puis Waddle. Donc ça aussi, c'est dommage. Et puis bon, pour aussi parler un peu des Bills, les Bills, ils sont en 2-0. C'est pas un beau 2-0. Moi, ils ont 2-0, c'est bien, mais c'est pas beau. Un Josh Allen vraiment très, très timoré. Il y en a qui ont souligné son très bon match. Sérieux. Moi, j'ai trouvé qu'il était là, mais il a juste limité la casse et il a fait ses 2-3 moves qu'il fallait et puis merci, au revoir. Quand ça sera contre des adversaires qui lui demanderont un peu plus, qui lui tiendront un peu plus la grappe, je tiens à voir ça. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est un peu ce côté où cette année, il n'a pas vraiment de vraie cible numéro 1, vu que Diggs et puis à chaque fois je me trompe. Gabe Davis. Ouais, Gabe Davis, voilà, sont partis. J'ai l'impression on retrouve un peu le Allen, un peu version Mahomes de l'année dernière, Mahomes qui avait pas vraiment de numéro 1 aussi, et il distille comme ça une petite passe par-ci, une petite passe par-là, et du coup je pense que c'est assez dur à lire pour les défenses, pour savoir à qui va passer, parce que c'est pas des gros gains, mais il distille un peu à tout le monde, donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et puis bien sûr, il faut en reparler quand même, parce qu'il y a quand même un truc qui s'est produit, c'est la commotion. C'est la 3e en 2 ans, 3e officielle, je crois, hein, parce qu'il y en a aussi qui parlent. Hein, la première contre les Bengals, avant sa première commotion, c'en est quand même une aussi. Ce serait 6. Pour ceux qui regardaient un peu toutes les grosses actions, on serait à 6. Donc voilà, hein, c'est notre sport. On aime se buter à ça devant la télé les dimanches soirs, les jeudis dans la nuit et tout. Mais là, il y a quand même un humain derrière. Et le gars, c'est quand même 3 commotions en 2 ans. En plus, d'après ce qu'on commence déjà à lire, c'est que le mec va pas pouvoir raccrocher les crampons, en tout cas personnellement. Non, faut l'arrêter. Je sais plus, il y en a un aussi sur le Discord qui parlait de lui mettre là, les nouveaux casques champignons là, qu'on peut mettre sur les casques pour peut-être plus le protéger. Mais j'ai envie de dire, faut peut-être lui interdire de jouer et lui faire prendre sa retraite parce que c'est triste. Ça devient problématique, ça. Hein. C'est compliqué vraiment parce que là ça fait beaucoup. Il y avait des stats, c'était Luke Kuechly des Panthers qui avait pris sa retraite au bout de 3 commotions, qui était à son prime. Tua, il vient de signer un contrat, donc c'est peut-être compliqué, il a envie d'avancer, mais il y a un moment, tu as une vie. C'est ce que Mike McDaniel lui a dit. Il lui a dit sois le QB titulaire de ta famille d'abord. Donc ça veut un peu dire ce que ça veut dire, j'ai l'impression. Hein. C'est bien dit. Ouais, non, mais faut. Parce qu'il l'avait dit lui-même, hein, Tua, je crois, après en 2022, qu'il en avait discuté avec sa famille et sa mère, qui lui avait demandé de raccrocher, mais il n'avait pas voulu, lui, il voulait continuer. Ouais, celle-là, elle était violente quand même. Hein. Celle-là, elle fait mal, parce qu'en plus, c'est même pas en mode choc contre. C'est lui qui y va. Hein. Hamlin, il fait rien. C'était Damar Hamlin, je crois, qui était en face. C'est bien, il voulait être connu pour autre chose que pour être mort sur le terrain. Ça se trouve, il aura arrêté la carrière de Tua sans faire exprès. Donc c'est un peu, il aura eu son souhait sans faire exprès.
Mais lui, il est là, il veut rien de tout ça. Lui, il veut se barrer. Tu vois, c'était. En plus, pour une quatrième où le match il est terminé, t'as pas besoin de. D'ailleurs, je crois que c'est la seule quatrième qui réussisse du match PA, non? Du coup, oui. Je crois qu'ils sont c'est à 1 moche. sur 1 sur 4 Ah, ou 1 sur 5. C'est moche de réussir et de finir en commotion quand même, ça franchement. Compliqué, ouais. Ouais, difficile. Bon, en tout cas, on aura le temps de voir ce qui se passera. Visiblement, les Dolphins veulent aller chercher un autre QB, mais plus remplaçant, et garder Skylar Thompson titulaire pour, je pense, pour quelques matchs à venir en tout cas. On aura le temps d'en voir. Et donc, comme tu disais, Anto, les Bills en 2-0, sans trop rassurer, mais en faisant le taf, face à des Dolphins en 1 partout, avec beaucoup de questions. On va pouvoir passer au gros projet avec le match de la semaine. Et cette semaine, on décide de parler de 2 équipes dont on n'a pas parlé sur les 2 semaines précédentes. Donc on va pas parler du match entre les Chiefs et les Bengals, même si on en a déjà parlé lors les 10 affiches à suivre de la saison. Donc si vous avez envie d'aller avoir notre avis, je pense pas qu'il ait changé beaucoup par rapport à ce qu'on se disait il y a 2-3 semaines environ. Donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode-là. Mais nous, on va parler des Buccaneers qui affrontent les Lions, donc 2 équipes en 1-0 qui s'affrontent l'une contre l'autre. Et puis voilà, Anto, qu'est-ce que tu vois comme besoin clé? Qu'est-ce que tu vois comme clé du match pour n'importe quelle équipe? Côté Bucks, moi j'ai l'impression que c'est peut-être une des équipes qui peut surprendre là, les Bucks et finir en 2-0 à la fin de la semaine. Côté Bucks, poursuivre sur la très bonne lancée de Baker Mayfield sur la Week 1, où il a été très propre, où il a eu toujours la bonne connexion avec Evans, avec Godwin, et puis même avec Rashad White, que ça soit tant à la course que aussi sur quelques réceptions. Sachant que les Lions, ils n'ont pas rassuré au niveau de la défense aérienne contre les Rams. Donc je pense que vraiment pour les Bucks, il va falloir vraiment appuyer sur ça. Et puis de temps en temps gagner du temps de jeu avec un Rashad White et puis même un comment il s'appelle, c'est Bucky Irving, là, le rookie qui a fait aussi une belle presta pour son premier match dans la NFL. Donc pareil, gagner et manger du temps avec le sol et puis avoir un Mayfield solide dans les airs. Et puis voilà, côté Lions, c'est plutôt l'inverse parce que le problème des Lions, c'est que j'ai l'impression que là, leur wide receiver room, elle est décimée. Ils ont quand on va voir dans la depth chart, ils ont des injury reports, des questionable dans tous les sens. Amon-Ra St. Brown, il n'avait pas fait un bon match lors de la première rencontre. Et c'est Jameson Williams, je crois, qui est aussi blessé. Il est questionable. Ouais, voilà, il est questionable, alors que c'était le seul qui avait rendu une belle fiche du côté des Lions. Donc du coup, c'est un peu dur parce qu'ils ont quand même eu une autre stratégie de match jouée par la passe et ils ont été excellents sur la course. Donc ils ont aussi fonctionné avec ce qui fonctionnait pour eux. Mais oui, si tu parles uniquement des receveurs, je suis d'accord. Uniquement des receveurs. Ouais, et du coup, à l'inverse, tu vois, pour moi, les Buccaneers doivent appuyer sur le jeu aérien et les Lions, ils doivent appuyer sur le jeu au sol parce que vu qu'ils sont décimés à ce niveau-là, t'as quand même un Montgomery et puis un Gibbs qui peuvent très bien faire le boulot. Et puis pourquoi pas un Sam Brown qui est peut-être passé lors de son premier match, mais qui va peut-être se réveiller aussi. Donc, moi, je vois ça un peu comme ça. Ouais, pour moi sur ce match-là, oui, t'es un peu obligé de lancer pour les Bucks parce que il y a que ça qui va fonctionner face à la défense des Bills. Je pense que t'auras pas trop le temps de courir et tu vas vite te prendre des murs. Il va falloir beaucoup lancer. En plus, la défense contre la passe des Bucks, des Lions, assez clairement fait ouvrir contre Cooper Kupp qui était à peu près tout seul, mais on s'en fout. Cooper Kupp, ça suffit, c'est suffisant. Là tu te dis face à Mike Evans, face à Chris Godwin qui a été excellent lors du premier match également dans le slot, mais Mayfield il a pas le temps quoi. Il a une ligne offensive qui a été assez mauvaise visiblement. Ça parle de faire démarrer non c'est pas Amarius Smith, mais Amarius Smith c'est aux Bengals, mais ça parle de faire, bref je sais plus, mais je crois qu'en gros il y a un rookie qui va devoir démarrer 2 secondes 60, un peu moins de 3 secondes pour lancer la balle, c'est très très faible. Donc j'ai hâte de voir face à ce front seven des Lions que Mayfield sera capable de faire, mais j'ai quelques petits doutes on va dire. Et côté Lions, c'est
à voir ce qu'ils vont continuer à faire, hein, mais la course, ça a très très bien fonctionné. La passe, je pense qu'à St. Brown, ils vont pas se le garder dans le formol toute la saison. Il y a des moments où il va être lancé, il va être bon. Mais si en plus de ça, tu as Jamison Williams qui explose, bah c'est assez cool, PA. Ouais, exactement. Je me suis noté, moi, beaucoup de blessures à la fin du premier match pour les Buccaneers, notamment dans le backfield défensif. Antoine Winfield, il va être absent sur les 2 prochains matchs, qui est sorti avec une botte. Il y a un autre cornerback, Bryce Hall, qui est sur injury reserve. Donc, ils sont décimés sur le backfield défensif, ils sont décimés. Les Lions, ils mettent quand même 26 points contre les Rams, sans voir St. Brown et sans voir Laporta. Ça fait un peu peur quand tu le dis comme ça. Le jeu de course était ultra bien établi. Williams, effectivement, là, il est questionable. On sait questionable le jeudi, il va jouer le dimanche. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, j'ai un peu peur pour les Bucks parce que en regardant du coup le 40 minutes du match, bah, ils ont failli se prendre quand même 2-3 deep balls par Daniels, qui en fait, il les a juste un tout petit peu mal dosés. Mais le receveur de Washington sur les 2-3 fois, il était ouvert, hein, vraiment ouvert. C'est-à-dire qu'il prenait la balle, il allait dans la end zone. Faudra pas le faire, ne serait-ce qu'une fois contre Williams, parce que lui, ils le reverront pas, clairement. Donc voilà, là-dessus, j'ai vraiment moins de doutes que ce que tu peux avoir en taux sur la partie passe pour les Lions. Et puis au niveau des 2 lignes pour les Bucks, D-line et O-line, ça a été assez faible, hein. Même la D-line qui a plutôt cette réputation-là, ils se sont pris 138 yards à la course. C'est pas une habitude des Bucks, hein. C'est vraiment énorme. Donc voilà, là-dessus, je me dis quand même que ça peut être compliqué pour les Bucks. Washington, ils ont réussi 8 tacles pour perte dans le premier match. En sachant que les Lions, ils vont avoir Hutchinson, eux, de leur côté. Donc ouais, je suis pas ultra optimiste pour les Bucks sur ce match-là. Les Lions, ils vont sûrement appuyer sur le sol, parce qu'ils ont fait plus de 160 yards en cumulé contre la défense des Bucks qui a pris cher la première semaine. Donc voilà, je pense que vraiment ça va dérouler, ça va vouloir remettre les points sur les i et puis mettre une pression de dingue sur Mayfield et puis forcer des erreurs. Effectivement, il a fait un grand match sur la première semaine. Mayfield, on ne l'a pas connu non plus extrêmement régulier sur l'intégralité de sa carrière pour le moment, donc j'espère pour lui que ça va venir là. Contre les Lions, ça va être compliqué. Ouais, ça risque d'être compliqué, mais je pense que voilà, pour moi, il va beaucoup lancer, à voir s'il arrive à bien lancer. C'est ça la question, c'est parce que si tu as moins de 2 secondes pour lancer une balle, pour faire 2 reads, je pense que pour tous ceux qui ont Chris Godwin en fantasy, je pense qu'il va se régaler sur ce match-là, hein, parce que t'as pas le temps de lancer, tu lances dans le slot au mec qui est démarqué et qui est très bon. Je pense que ça va le faire beaucoup. On aura le temps de faire un prono dans le 2-minute warning, si cela vous convient. Maintenant, on va passer aux heures sup. Un match, un joueur, peu importe, quelque chose que vous avez envie de suivre. Et PA, de ton côté, tu as envie de... Alors, vous aimez beaucoup parler des équipes des autres. C'est ce que je me suis dit. Et là, du coup, toi, tu as envie de parler du match des Saints qui se déplacent sur le terrain des Cowboys. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime bien ce match parce que c'est 2 équipes qui nous ont surpris dans le sens où il y a eu vraiment énormément de points côté offensif, là où c'était peut-être la plus grosse inquiétude sur ces 2 équipes. Moi, j'avais une inquiétude côté défensif au niveau des Cowboys, je me suis trompé. Je peux le reconnaître. Côté offensif, effectivement, il y a eu pas mal de pertes au niveau des Cowboys et au niveau des Saints, c'est toujours un petit peu l'interrogation. Bah, ils ont répondu sur la semaine 1, alors avec des adversaires différents en termes de qualité, je pense, entre les deux. Mais c'est dans ce sens-là où ça va être intéressant parce que les Cowboys, ils vont peut-être vouloir asseoir leur très bon début de saison et dire nous on est présent en NFC Est, faites attention à nous parce que voilà, on a des très bons joueurs défensivement, offensivement, on a un nouveau coach défensif et ça a l'air de matcher très bien avec ce que propose Zimmer. Et côté Saints, écoute, c'est un match en fait où ils ont rien à perdre dans l'absolu. Donc à eux de montrer que effectivement le premier match c'était pas que parce que c'était les Panthers en face où il y a eu aussi pas mal de cadeaux de Bryce Young, mais qu'il y a une vraie identité maintenant, que la draft qui a eu lieu avec justement Fouaga, ça a solidifié cette ligne offensive, donc ça va permettre un jeu de course beaucoup plus établi et un Derek Carr qui va avoir un petit peu plus de temps aussi pour lancer et trouver ses cibles. Je parlais que St. Brown avait été absent pour les Lions sur le premier match. On a
très peu vu également Olave pour les Saints sur le premier match. On va l'attendre sur le deuxième. Si lui aussi il commence à montrer le bout de son nez et à faire 60, 70 ou quasiment 100 yards, bah, ça va être compliqué pour les Cowboys. Donc ouais, j'aime bien ce match. Je m'attendais pas avant la semaine 1 de dire que je serais hypé sur celui-là, mais pour le coup, vu ce que les deux équipes ont montré, ça peut être un match intéressant. Je me suis dit, est-ce qu'il y aura profusion de points? On verra. Moi, avant de laisser la main à Anto, j'aime bien ce match parce que je serais pas surpris que les deux scoreurs qui mettent le plus de points finissent la saison dans la même équipe, c'est-à-dire CeeDee Lamb et Alvin Kamara. Quand je regarde l'effectif des Cowboys, je me dis que ce sera une équipe qui sera, vu le début de saison, en tout cas moi ils m'ont énormément surpris, et je me dis que ça peut être une des équipes qui est candidate à la trade deadline. Ils ont 24 millions de salary cap disponibles, donc ça te fait arriver quelqu'un assez facilement. Et Kamara, on sait qu'il a envie de se barrer des Saints. Du moins, il a envie d'un contrat et il l'aura pas, donc il va peut-être aller tenter sa chance ailleurs, notamment à la deadline si tu peux récupérer quelque chose. Et quand tu regardes le jeu des Cowboys, tu leur rajoutes un running back de la trempe de Kamara, parce qu'aujourd'hui Zeke Elliott il fait le taf, mais il fait le taf sur 10 portées, pas sur bien plus. Je me dis, j'aimerais beaucoup voir ça, en tout cas, et c'est en faisant le visuel là, c'est pour ceux qui sont sur YouTube, où j'ai mis Dak et Kamara, et je me suis dit, ce serait beau. Donc voilà. En tout cas, les Cowboys, je pense que ce sera une des équipes à suivre à la deadline, et après les Saints, s'ils sont sur une bonne lancée, je pense qu'ils vont pas forcément être vendeurs. Mais voilà. Anto ? Non, je vous rejoins. Pour moi, pour le coup, c'est deux équipes qui m'ont franchement plu en semaine 1. Côté Saints, moi, je vais pas minimiser. On a fait une première victoire et j'en suis plutôt content, surtout contre un rival de division, même si le rival est à moitié mort. Hein. Mais ça va être un vrai test. Moi, je suis content de ce match parce que ça va être un vrai test. Et même si on perd côté Saints, tant qu'on voit une ligne qui ne s'effondre pas, tant qu'on voit un quart qui est encore présent, qui est encore propre, je me dis que intrinsèquement, ça sera quand même une semi-victoire dans le sens où, voilà, contre un vrai adversaire vraiment coriace qui va nous challenger, parce que niveau défense, les Cowboys, ça reste une référence. Moi, je serais satisfait. Après la profusion de points, je suis d'accord aussi. Je pense qu'on peut leur mettre des points, et eux, offensivement, ils ont montré contre les Browns, qui sont aussi une sacrée défense, ils peuvent en mettre. Donc ça peut être un match qui peut exploser dans tous les sens. Donc je pense qu'il va y avoir du spectacle. Et si on gagne, je serai heureux. Et si on perd avec la manière, je serai heureux. Donc perdons minimum avec la manière. Le over-under est à 46,5 points. Donc en gros, ça promet un 31-17. Quoi. Ça va être un 4 juillet, en plein septembre. Ça va péter de partout. C'est ça. Anto. Si on a bien compris, Anto, il a 2 chances sur 3 d'être heureux dimanche soir. Quoi. Exactement. Et donc ça va être la 3e. On va perdre et on va se faire rétamer. Et je vais être tout triste. C'est parfait. Bon, PA, t'as parlé des Saints, du coup, Anto, forcément, il faut que tu lui rendes l'appareil et que tu parles des Patriots. Donc toi, c'est le match entre Seahawks et les Patriots dont t'as envie de parler. Ah bah écoute, autant les Bengals m'ont déçu et m'ont ennuyé, autant les Patriots m'ont surpris et j'ai apprécié les voir jouer. En tout cas, ils ont gagné avec la manière et j'ai perdu ma fiche. Ok, voilà. Et du coup, je pense. Alors, j'ai mis exactement, j'avais mis le titre, Seahawks Patriots, les Pats en 2-0, point d'interrogation. Je ne l'affirme pas, mais je me dis que les Patriots, ils ont leur coup à jouer. Alors, ça va être simple, les Pats, ça va courir. Vous prenez le ballon, vous chargez, vous tapez dans le tas. Ça va frapper la viande comme Doug aime. Va y avoir du contact. Il va falloir jouer cette carte à 100%, quitte à être dans la caricature. Mais je pense qu'ils ont leur chance à ce niveau-là. Et à l'inverse, j'ai pas trouvé les Seattle Seahawks séduisants offensivement contre des Broncos quand même très pas du tout sereins et qui sont encore dans cette phase de transition. Ça fait 3 ans qu'ils y sont, mais ils sont toujours dans cette transition. Et à part un Lockett
qui est apparu et qui a fait des choses, bah, les Seahawks, ça m'a pas du tout séduit offensivement. Et même si Belichick n'est plus là, faut quand même voir que la défense des Patriots, ça reste quand même quelque chose de solide. Il y a encore des bases solides. Il y a encore alors PA, j'ai même plus noté le nom. PA, tu vas me dire celui qui a repris les appels de jeu défensifs. C'est un ancien de Belichick, donc Alors, le head coach, c'est Jérôme Mayo et voilà. le defensive coordinator, c'est Demarcus Covington, qui était Voilà. entraîneur de la D-line l'année dernière. Et du coup, il y a toujours cette patte Belichick et cette défense finalement qui reste solide d'année après année. Donc je me dis qu'à ce niveau-là, les Pats, ils peuvent réussir quelque chose. Je dis pas qu'ils peuvent gagner, mais ils peuvent au moins titiller les Seahawks. On parle beaucoup du Shanahan coaching tree, ça se trouve dans quelques années on parlera du Le Belichick coaching tree. c'est sûr. Et la ligue n'en sera que plus belle. Ça sera très défensive. Ce sera défensif et comme on en a parlé en début d'épisode, ce sera défensif et ça court. Donc, Par j'ai contre, hâte. et excuse-moi de te couper, Alex. Bon, Et juste pour terminer, par contre, voilà, hein, vraiment dans la caricature, il faut que les Pats courent parce que Brissett, c'est quand même limité. Les cibles, c'est quand même très, 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 très light. Et la couverture aérienne, par contre, des Seahawks a été quand même assez bonne contre les Broncos. Du coup, les mecs, vous risquez pas. Hein. Les tranchées, on y va comme en 14 et puis courez, quoi. Je te trouve un peu dur sur le niveau des receveurs des Patriots. C'est pas ouf, mais on a vanté les Bills avec leur corps de receveur qui était un peu homogène. Il est homogène aussi ce corps de receveur. Il est jeune et je sais pas. Je serais pas aussi catégorique. Je pense qu'il faut leur envoyer la balle et Brissett effectivement c'est pas le meilleur joueur pour ça. Ouais, non mais voilà. Et la défense des Seahawks, je pense c'est pas la meilleure non plus pour essayer de se tester, tu vois. Ah oui, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord, oui. Ils risquent de se casser les dents. Voilà, non mais c'est surtout pour ça en fait. Ok. PA, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, j'ai confiance et en même temps moyennement confiance, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en place le jeu de course sur la première semaine, ça sera de façon d'identité et ça avait été évoqué. Moi j'ai une grosse crainte, c'est que effectivement si première, deuxième tentative on fait jeu de course, on est encore à 8 yards sur la troisième tentative, ça veut dire jeu de passe. De l'autre côté défensif des Seahawks, c'est Boye Mafe qui est le défenseur le plus dangereux, parce que Nwosu il est blessé. Sur le premier match, il a mis 9 pressions et il va être du côté de notre tackle gauche qui est Vederian Lowe, qui est notre point faible en fait sur notre ligne offensive. Donc j'ai peur que la pression arrive très vite quand on va mettre en place des jeux de passe. J'ai fait la moue sur la partie receveur des Patriots. Alors je sais ce qu'elle est, on va dire, mais allez voir sur mon Twitter, j'ai posté une vidéo, enfin c'est un reporter des Patriots qui a posté une vidéo avec justement, il y a de mémoire 9 plays, donc 9 jeux de passe de la part de Brissett, avec, il a mis en surbrillance Polk et Pop Douglas. Et sur les 9 actions, il y a soit l'un, soit l'autre, soit les deux qui sont ouverts, mais quand je dis ouverts, c'est-à-dire qu'ils ont 1 voire 2 mètres d'avance. C'est juste que Brissett, il les a pas tentés, il les a pas vus. C'est plutôt positif dans le sens où si nous on a les tapes, les coachs des Patriots vont aussi les avoir et j'espère qu'ils ont travaillé à l'entraînement. J'étais un peu déçu sur notre choix de Polk sur le deuxième tour. J'aurais préféré un autre receveur, je l'avais dit, c'était Adonai Mitchell. Sur ce qu'il a montré sur le premier match, effectivement, il a qu'une seule réception. Mais sur le All 22, donc la partie vraiment où on a accès, enfin, on a la vision du jeu sur le haut, on voit qu'il est très, très souvent démarqué, c'est juste qu'il n'a pas du tout été target, donc je me dis que ça a dû être travaillé à l'entraînement, je l'espère, et que du coup, ça va essayer de porter ses fruits. Moi, la seule inquiétude que j'ai, mais ça sera pour toute la saison normalement, c'est juste que Barmore, il n'est pas présent. La défense des Pats, on le savait, l'année dernière, elle a été bonne, sans Judon toute la saison, quasiment, et sans Gonzalez, qui était notre meilleur cornerback, et il était rookie. Là, il a montré sur le premier match, il a quasiment complètement éteint Ja'Marr Chase quand il était en cover 1 sur lui. Et c'est juste la blessure de Barmore qui, moi, m'embête, parce que ça va... Quand bien même ils ont été bons contre la course défensivement contre les Bengals, l'identité des Seahawks, c'est aussi un petit peu la course et je pense qu'on va être un petit peu plus en difficulté sur ce match. Donc ça va courir des deux côtés. Et comme pour les Dolphins, attention au turnover. Je pense que le match, il peut se jouer là-dessus malheureusement. Des deux côtés pour le coup, hein, parce que Geno Smith, il a fait un bon match sur cette première semaine, mais la saison dernière, c'était pas du tout ça. Et tu parlais du jeu à la course, notamment des Seahawks. Kenneth Walker, on n'est pas sûr qu'il joue.
Et auquel cas, ce serait Zach Charbonnet qui joue. Alors, Charbonnet, c'était un top prospect. Hein. Il est tombé derrière Kenneth Walker. Alors forcément, ça baisse un peu sa valeur aux yeux du monde, mais tu le mettais dans une autre équipe où j'ai pas. On parlait des Cowboys par exemple. Tu le mettais aux Cowboys. Je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui est titulaire. Il n'y a pas trop de questions. Donc ça va être intéressant de voir ça. Hein. Les Cowboys, les Seahawks, c'est une équipe qui est quand même assez bien construite. Mais quand tu regardes leur équipe, on parlait de joueurs questionable, eux ils en ont aussi beaucoup. Hein. Donc, la seule différence, c'est que quand ils ont quelqu'un de questionable, ils ont quelqu'un derrière qui est plutôt bon pour faire le nombre. Hein. Lockett est questionable, c'est Smith and Jigba que t'as derrière. Ou Jake Bobo, super joueur Jake Bobo. J'ai envie de le voir un peu plus. Quoi. J'aime beaucoup. Le joueur. Vas-y, pardon. Mais on peut reconnaître la patte McDonald sur le premier match, hein, parce que l'année dernière, quand on avait fait justement le bilan intersaison des Seahawks, on avait vu que sur le jeu de course, ils avaient été 31e défense contre le jeu de course sur toute la ligue. Là, ils ont limité, c'était les Broncos, à moins de 100 yards. Donc, clairement, et ils n'ont pas... Pour le coup, ils ont rajouté un DT à la draft, mais ils n'ont pas rajouté des masses de joueurs, ils ont changé les linebackers. Mais ça reste quand même grossièrement le front fort assez identique. Donc, on voit déjà la patte McDonald qui était déjà très fort avec les Ravens là-dessus. Donc, j'aurais préféré, pour le coup, que ce soit Pete Carroll, le coach des Seahawks, sur cette week 2, je vais pas mentir. Mais c'est cool, c'est bien. Et voilà, ces deux équipes où on avait des interrogations, ils ont plus ou moins répondu, en tout cas à leur manière, sur les deux premiers matchs, sur leur match chacun. Et écoute, on va avoir affaire à un match de tranchée, un match comme on aime, un match années 80. Donc, supporters des Bears de cette époque-là, venez voir ce match-là. Je pense que ça va vous faire revivre des bons moments. C'est ça. Et bon, après, on rappelle quand même que les Seahawks ont joué les Broncos qui ont je pense, une des pires, escouades de running back de la ligue aujourd'hui. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas au top du top. Ouais, et là, tu vas affronter quand même. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, Ramondre, mais il a fait un top match au match précédent. Après, tu joues. Gibson. Et Gibson aussi. Et la semaine prochaine, tu joueras contre le duo Mostert-Chain. Et la semaine d'après, tu joues contre Montgomery-Gibbs. Bon, là, on verra s'ils sont toujours 31e ou s'ils se sont améliorés. C'est vrai. Mais je pense quand même qu'il y a quand même du mieux. De mon côté, moi, j'ai envie de suivre le Darnold Dico. Donc, on parle des Vikings qui accueillent les Niners. Alors, pas uniquement pour la vanne que Darnold joue contre son ancienne équipe, mais c'est aussi parce que moi, les Vikings, ils m'ont surpris sur ce match d'ouverture contre les Giants, certes, mais ça reste un match où je m'y attendais pas nécessairement à ce que Darnold soit un bon game manager et et qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, on va dire. J'ai bien aimé aussi Aaron Jones, l'addition d'Aaron Jones par rapport à ce qu'ils avaient les années précédentes, que ce soit un Dalvin Cook déclinant ou le duo Mattison quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était un duo assez fébrile, hein, on va dire, parce que j'ai plus le deuxième nom. Mais voilà, j'ai trouvé l'équipe bien meilleure et j'ai envie de les voir contre une vraie équipe, quoi. Sans aucune attaque, contre l'équipe qu'on a quasi tous mis unanimement en numéro 1 de la draft la saison prochaine. Mais j'ai envie de les voir contre les Niners, qui sont pour le coup, eux, à l'opposé du spectre, puisqu'on les a mis très très haut, très haut, et qui ont battu les Jets au match précédent. Donc ce match-là, sans CMC encore une fois, peut donner une occasion aux Vikings de prouver encore une fois ce qu'ils ont au niveau défensif. Parce que ce sera pas Daniel Jones en face, encore une fois, hein, c'est Purdy, Samuel, Ayuk, une ligne, une des meilleures lignes offensives, si ce n'est la meilleure de la ligue, on pourrait dire aujourd'hui. Voilà, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, un match qui sera à 19h en plus. Je crois comme d'autres matchs dont vous avez mentionné, hein, Seattle et New England c'est 19h et New Orleans Dallas c'est également 19h, Tampa Bay Détroit c'est 19h. Donc en vrai, si vous avez juste envie de regarder le début de la Red Zone, vous avez quand même des matchs dont on a parlé aujourd'hui. PA Parce que Darnold c'est votre QB l'année prochaine, hein. Il continue s'il continue. Drake Darnold. Non, c'est intéressant parce que du coup, sur le bilan de l'année dernière des Niners, ils avaient enchaîné 3 défaites consécutives et l'une de ces défaites-là, c'était justement contre les Vikings. Donc ça peut être aussi intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont
ils ont des clés, en tout cas, dans leur effectif défensivement pour embêter les Niners, parce que ça n'a pas trop bougé. Ils ont jarté quand même Hunter, mais ils ont gardé leur coordinateur défensif, ce que je veux dire par là. Ouais, est-ce que ça sera... Il y a des QB qui mettent plus de temps à éclore. Est-ce que Darnold, ça serait lui? Je sais pas, c'est toujours pareil. Tu peux faire un match avec 28 points ou 4 touchdowns ou ce que tu veux. Ce qu'il faut derrière, c'est de la régularité. Et pour vraiment être considéré comme un bon joueur ou un très bon joueur NFL, c'est la régularité. C'est pas réussir à faire des matchs flash sur 2-3 durant la saison et puis derrière de faire des matchs un peu moyens avec 1 ou 2 interceptions. Donc, on va attendre Darnold sur la régularité. La défense également des Niners n'est pas celle des Giants, même si celle des Giants était attendue un peu plus haut quand même. Donc, est-ce que finalement c'était la défense des Giants qui a été vraiment ultra permissive ou pour le coup Darnold avec le head coach qui ont trouvé des schémas qui ont mis en difficulté les Giants, et j'ai aucun doute sur le fait que le head coach des Vikings, c'est O'Connell, soit très bon là-dessus. Donc peut-être que lui aussi va trouver des clés pour ouvrir des brèches par rapport à la défense des Niners. Donc ouais, ça peut être intéressant. Si les Vikings commencent à prendre 7 ou 10 points d'avance, comment les Niners vont réagir? Est-ce qu'ils vont de nouveau appuyer sur le jeu de course encore et encore, ou devoir un petit peu plus passer? Donc ouais, intéressant. C'est au moment où on enregistre, il y a Adam Schefter qui annonce que Jordan Addison sera out pour ce match-là. Donc on risque de voir beaucoup de Justin Jefferson et un peu de Josh Oliver en red zone et end zone. Et Jalen Nailor qui a fait un bon catch pour un touchdown, le joueur dont je n'avais jamais entendu parler. Je découvre des joueurs, je suis très content. Et il y a toujours Trent Sherfield, moi que j'aime beaucoup quand il est sur le terrain. Donc voilà. Mais sans Addison, sans Hawkinson et avec Darnold, je pense qu'on n'aura pas le même match que la saison dernière. Mais c'est toujours intéressant par rapport à tous les points que tu avais dit. Je voulais juste mentionner ça vu qu'on est à l'info au moment où on enregistre. Anto, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce match-là? Non, je pense que tout a été dit. Ouais, moi aussi, je pense, pour moi, le résultat est vite donné. Je pense que ça sera du côté San Francisco pour manger un peu sur le 2-minute warning. Mais moi, j'attends un match sérieux encore de Darnold, qui prenne des bonnes décisions, qui fasse des bonnes passes, qui fasse ce qu'il a fait sur le premier match, mais contre un adversaire nettement plus solide que les Giants, malheureusement, et désolé pour les fans des Giants. Mais ça sera un bon test. Il faut qu'il n'y aura pas Addison. Voilà, un Jefferson peut-être qui va aussi lui vouloir s'amuser dans la défense des 49ers. Donc peut-être aussi un peu plus présent. Et puis aussi un Aaron Jones qui avait fait un bon premier match. Donc pourquoi pas s'appuyer aussi sur le sol sur ça. Mais voilà, moi, si Sam Darnold nous refait une belle fiche comme ça, mais contre la défense des 49ers, et que de l'autre côté, pareil, la défense des Vikings qui a montré de belles choses contre l'attaque des Giants, je pense que c'est pas compliqué. Tant que tu as 10 sur 10 en la vision, normalement, c'est bon pour contrer Daniel Jones. Mais en tout cas, ouais, si la défense arrive à contrer un minima l'attaque des 49ers et que Darnold fait des bons choix et joue bien avec Jefferson, je pense que ça sera un bilan satisfaisant à tirer pour les Vikings. Je profite de ce moment-là pour faire un coucou au podcast Vikings Therapy. Si vous avez envie de suivre les aventures des Vikings, c'est Vikings Therapy. Si vous avez envie de suivre le podcast des 49ers, c'est le Faceful Podcast ou le Faceful Cast qu'on avait eu les deux lors des bilans d'intersaison, et également le pod by Patriots France. On a parlé des Patriots lors de cette semaine, des différents matchs qu'on a envie de suivre. Et le dernier, c'est le French Quarter Podcast pour parler des Saints. Donc voilà, pour petit coucou aux copains qui sont venus plusieurs fois avec nous, et n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, je crois que Elio des Saints organise une petite red zone dans un bar parisien. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir ça peut être un moment sympa. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Est-ce que vous avez autre chose dont vous vouliez parler puis vous n'avez pas réussi à le caler dans le conducteur, ou est-ce que vous voulez qu'on avance sur le 2-minute warning? Non, allez écouter, vu qu'on fait la promo des copains, allez écouter aussi le Poundcast où France est intervenu. Je l'ai écouté parce qu'il nous l'a un peu teasé sur le Discord, et effectivement, ça a dit les termes, comme on dit. C'est compliqué, franchement, on n'a pas beaucoup parlé des Panthers, on a surtout dit on parle pas des Panthers parce que c'est les Panthers, mais c'est quand même assez chaud là pour eux. Ouais, c'est dur, c'est dur, et même pour
Bryce Young, mais la franchise en général, parce qu'on pointe beaucoup Bryce Young, parce que forcément, c'est le quarterback. Mais je pense que le mal, il est plus profond, quoi. Ça se limite pas à ce seul poste du côté des Panthers, malheureusement. Ce serait un peu trop simple que ça Ouais. soit Ouais. uniquement le QB, même si t'as quand même des lectures qui sont assez moches. Faut commencer à se poser des questions quand même sur Bryce Young, parce que ça devient quand même. Je sais pas si sa carrière va. Alors voilà, c'est une première saison désastreuse, mais le premier match de la seconde saison est tout aussi désastreux, donc je sais pas là où ça va le mener, mais c'est compliqué. C'est ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de suivre les aventures des chatons de la Caroline du Nord, vous pouvez aller écouter le podcast. Vous avez différents liens. Si vous nous rejoignez sur le Discord, vous allez sur la page Panthers, vous demandez est-ce que vous pouvez nous filer le lien et vous l'aurez. Donc n'hésitez pas à faire ça. Rien de plus, on peut avancer sur le 2-minute warning. Et on va faire dans l'ordre, je pense qu'on avait fait la dernière fois, si mes souvenirs sont bons. C'était Anto d'abord, PA ensuite et moi après. On va voir si on fait un 2-minute warning ou si on fait encore un petit time-out par-ci par-là. Mais voilà. Donc pour ceux qui sont en format vidéo, on va les lire de gauche à droite et ensuite on descendra au fur et à mesure. Et on va pas faire comme la dernière fois où je vous ai tous perturbés. Donc voilà. Donc on a eu le Thursday Night Football entre les Bills et les Dolphins, on en a déjà parlé. Ensuite, on a les Raiders contre les Baltimore Ravens. Anto. Baltimore. Chargers Panthers. Chargers. Tu feras attention, il y a un gros panthère derrière toi, Anto. Chargers. Ouais. Chargers. Fan des Saints, mais j'ai la mascotte officielle des Panthers chez moi. Hein. Putain, c'est la NFC Sud chez toi en fait. Exactement. T'as un bateau de pirate aussi. Un bateau de pirate et quoi d'autre, c'est quoi? Putain, Un bateau de pirate. Et un faucon. Et un faucon. Ouais, exactement. Exactement. C'est une animalerie qu'il a. Ensuite, on a Saints contre les Cowboys. Cowboys. Je crois que j'ai mis Cowboys aussi. Cowboys aussi. Bucks, Lions. Lions. Colts, Packers. Colts. Packers. Colts. Browns, Jaguars. Jaguars. Jaguars aussi. Jaguars. Niners, Vikings. Niners. Seahawks, Pats. Seahawks. Patriots. Seahawks. Jets, Titans. Jets. Jets aussi. Jets. Giants, Commanders. Parce que ça sera pas les fans. Commanders. Rams, Cardinals. Rams. Cardinals. Steelers, Broncos. Steelers. Pareil, Steelers. Steelers aussi. Bengals, Chiefs. Chiefs. Bears, Texans. Texans. Et Falcons, Eagles aussi. Eagles également. Ah, voilà, on a fait les pronos. Est-ce que si vous êtes toujours dans le Survivor, vous avez survécu à la première semaine ou pas? Alors, je prends la main, excuse-moi Anto, je me donne la peine de répondre, parce que du coup je me suis fait éliminer dès le premier match entre les Chiefs et les Ravens, parce que j'avais mis les Ravens. Je tiens à préciser, et en plus tu l'avais dit sur une des émissions précédentes, Alex, je ne connaissais pas cette règle-là du Survivor, donc en fait ce que j'avais fait, c'est que je me suis dit tiens, il y a le match du jeudi, je vais juste cliquer sur l'un des deux sur mon prono, et après je vais faire les autres matchs, tu vois, je pensais que c'était une ligue classique, quoi. Et quand j'ai vu que je pouvais plus après appuyer sur les autres équipes, je fais ah ouais, donc c'est donc ça le principe du Survivor, du coup. T'apprends petit à petit, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc non, j'ai eu le droit à mon message personnalisé parce que j'ai été le premier à être éliminé puisque j'avais mis les Ravens. Voilà. Et si t'avais eu une possibilité, t'aurais choisi qui cette semaine? Alors j'aurais là cette semaine. Pendant que tu réfléchis, je vais donner le mien. Ouais. Moi, j'hésitais entre deux.
J'hésitais entre les Chargers parce que ça joue les Panthers et que c'est un peu la destination facile, c'est de mettre l'équipe qui joue les Panthers. Et les Chiefs contre les Bengals. Moi, c'est les 2 matchs où pour moi c'est assez sûr. Après, voilà, c'était un peu difficile tout le temps de choisir. Mais je suis parti sur les Chargers pour le coup. Moi, j'aurais soit pris les Texans ou je pense les Bills. Parce que par rapport, alors, du coup, sur le rewind qu'on avait fait, j'avais dit que voilà, sur les derniers matchs, les Bills mettaient beaucoup de points et en prenaient assez peu contre les Dolphins. Et tant que les Dolphins ne m'avaient pas prouvé qu'ils arrivaient à faire l'inverse, je continuerai à mettre les Bills. Donc voilà. Et toi, Anto, t'es toujours dedans ? Alors, non, car en fait, en début de saison, j'avais, je crois que 2 ligues de base de fantasy. J'ai dit, je m'en prends pas trop. Je m'en suis retrouvé dans 6 et je n'ai pas pris le Survivor. En fait, je me suis pas inscrit. Donc, en fait, j'ai zappé la première semaine. Donc, ce qui fait que je n'aurais pas pu jouer. Donc voilà. Donc, au pire, j'aurais pris Philadelphie. Mais de toute façon, vu que je suis pas dedans, on s'en fout. Donc, voilà. Ça règle le problème. Ok, très bien. Mais en tout cas, pour ceux qui sont toujours dedans, n'oubliez pas de faire vos pronos, que vous soyez dans le Survivor ou que vous soyez dans le Pick'em, notamment des Fantasy Ballers. Je crois qu'on est 170. Là, on est beaucoup, hein. Franchement, c'est cool. Hein. C'est un bon... Du coup, je suis loin dans le classement. Cette semaine, j'ai mis des picks plus safe, histoire de remonter un petit peu. Ce qui est embêtant, c'est que vu qu'à la fin, on s'est commencé à se lancer, qu'on va se faire un petit gage pour le perdant dans le front office, le problème, c'est que vu qu'on est 120, je galère à vous retrouver, je scrolle pendant des minutes et des minutes pour savoir votre score, c'est assez le foutoir. T'as juste à attendre un petit peu et après, on sera en haut. Et GG sera en bas. Ah, donc voilà. Ça ira plus vite. Tu pourras partir du bas et tu trouveras GG. J'attends quelques semaines. C'est bon. Ouais, tu peux attendre la semaine prochaine, je pense. Hein. Il va nous dire encore, il va nous sortir des dingueries encore, j'en suis certain. Voilà. En tout cas, ça va conclure notre épisode. Merci à ceux qui nous ont envoyé des questions sur le Discord. On va essayer de les traiter au fur et à mesure et vous répondre en tout cas très probablement sur le Discord. Mais pour la question de est-ce qu'on s'oriente plus vers un jeu de course plutôt qu'un jeu à la passe, on a donné notre avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Et si vous avez, encore une fois, n'oubliez pas de nous dire pour les équipes que vous voyez rebondir. Oui, Anto. C'était Vix Albiniesta qu'on remercie du coup. C'est ça. Et Voilà. N'hésitez pas, et si vous avez envie de venir nous poser des questions, le lien du Discord est dans la description. Une fois que vous avez le Discord, vous vous présentez et vous aurez accès à tout le reste. Au début, vous avez accès à 2 salons. Vous avez le plan et là, vous pouvez vous présenter pour avoir accès au reste. Si vous arrivez que vous n'avez que 2 salons, c'est normal. Mais après, une fois que vous vous êtes présenté, vous en avez trop pour les compter. Donc voilà, avec plein de discussions, que vous soyez fan de fantasy football, il y a une grosse section avec les fantasy ballers. Si vous êtes fan de cartes à collectionner, c'est toi, Anto, qui mène un peu le salon, si mes souvenirs sont bons. Je mène, mais non, moi je suis un vieux, je désactive les notifications et ils ont 156 messages, j'ai du mal à suivre. Mais oui, on va parler cartes, ça va être cool. Venez aussi si vous aimez les cartes. Des jeux vidéo, que ce soit les autres ligues, si vous avez envie de parler un peu de NCAA, même si le Discord des copains de TrickPlay qui est extrêmement bien fait pour parler de NCAA. Nous, c'est pas notre vocation, mais par contre, si vous avez envie de venir en parler, c'est avec grand plaisir. Et voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ? Tout bon ? Eh ben, Anto, PA, merci. On espère cette fois que l'épisode sera fait et que PA, on n'aura pas à te recouper du montage pour rajouter Dougie Jones avec ses différentes punchlines de joueurs taillés comme des géraniums et comme des tuteurs à géranium. Il nous a sorti là la dernière fois. Donc, si on peut avoir un épisode comme ça, c'est cool. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine 2 de NFL. On se retrouve en début de semaine prochaine sur Instagram pour les mêmes de la semaine. Et peut-être un jour après, le mardi ou mercredi pour avoir le rewind. Et puis voilà, bonne journée, bonne fin de journée. Merci Anto, merci PA. Et vive le football.